Encore un nouveau numéro du décryptage sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, le scrutin présidentiel qui a eu lieu ce dimanche en Guinée. Les violences qui ont émaillé la campagne électorale ont fait craindre le pire. Mais les Guinéens ont opté pour une élection apaisée. Les responsables politiques ont tous appelé leurs militants à voter dans le calme, même s'il y a eu des problèmes d'organisation pour ce scrutin. Un scrutin présidentiel sans violence en Guinée. Que retenir de cette journée de vote particulier? Ce sera notre premier débat de ce jour. Ensuite, nous irons en Centrafrique pour constater la démission du président de l'autorité nationale des élections qui pointe du doigt des pressions de la présidence centrafricaine et de la communauté internationale pour organiser des élections avant la fin de l'année 2015. Une démission qui intervenait au moment où les forces de l'ONU tentaient ce week-end toujours d'arrêter la progression des combattants ex-Séléka vers la capitale de ce pays, la capitale Bangui. Mais pourquoi tente-t-il de joindre Bangui? Nous en parlerons avec nos invités. Ce sera dans un instant. Enfin, Boko Haram a encore fait parler de lui ce week-end. 41 morts dans 5 explosions au Tchad et 11 autres dans 2 attentats suicides au Cameroun. C'est le triste bilan des attaques de ce groupe terroriste, malgré la grande mobilisation régionale et internationale. Nous parlerons de ce sujet également dans un instant. Mais avant de développer les différents thèmes prévus au sommaire de cette émission, voici un point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Les Guinéens ont voté massivement ce dimanche pour désigner leur président. Un scrutin sous tension dont l'opposition compte contester les résultats. Alors que le camp présidentiel crie déjà victoire, les bureaux de vote ont fermé à 20 h après l'autorisation de la CENI. Les résultats ne sont pas attendus avant mardi. En Côte d'Ivoire, après le président Ouattara qui a lancé sa campagne vendredi dernier à Yamoussoukro, c'était le tour ce samedi de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, de se lancer à Gagnoa, fief de l'ancien président Gbagbo. Les candidats Amara Echi et Mamadou Koulibaly ont annoncé leur refus de participer à ces élections. Boko Haram a encore frappé ce week-end au Tchad d'abord avec 5 attentats kamikazes ce samedi dans une localité près du lac Tchad qui a fait 43 morts. Puis dimanche dans le nord du Cameroun, un double attentat suicide a visé la localité de Kangaleri près de Mora. Bilan 11 morts et une trentaine de blessés. Le premier sujet à développer dans cette émission en Guinée, les violences qui ont émaillé la campagne électorale, je le disais à l'entame de cette émission, ont fait craindre le pire ce dimanche, jour de vote dans ce pays. Mais les Guinéens ont opté pour une élection apaisée. Scrutin présidentiel sans violence en Guinée, c'est le premier thème à débattre. Ce sera juste après ce générique. Le décryptage de ce jour se fera avec Wilfried Léandre Hongwedji, il est journaliste et analyste politique au Bénin. Wilfried Léandre Hongwedji, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joël, c'est tout le plaisir à moi. Il y a également sur ce plateau Joël Yetonji de SICA TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Wilfried Léandre Hongwedji. Je reste avec vous, Joël Yetonji. Une journée de vote calme, apaisée en Guinée. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat, à ce constat sur le terrain, au regard de la tension qui a prévalu pendant la campagne électorale? C'est vrai que même être devin, ce n'était pas évident pour ce qu'on a vu et pour le passé de la Guinée qu'on connaît tous. Oui, les Guinéens ont déjoué bien de pronostics, ma foi. C'est tout à l'honneur du peuple guinéen qui, une fois encore, reste un modèle pour l'Afrique en marche. Je veux dire, les Guinéens ont montré une fois encore qu'il y a de la maturité. Le peuple a su rester républicain et a montré, à l'instar d'autres pays, comme le Burkina Faso, qu'on ne peut aujourd'hui manquer de citer, qu'il n'y a qu'une seule voie pour choisir un dirigeant. C'est la voix des unes et non la voix des âmes. Et ça, c'était effectivement pas donné d'avance, c'était pas gagné d'avance. C'est une victoire d'étape qu'il faut saluer. Parce qu'il y avait assez de velléités qui prédisaient qu'on allait assister à une situation pour des moins chaotiques. Sinon, au meilleur des cas, qu'il n'y aura pas d'élection. Eh bien, nous avons eu droit à une élection, mais dans la grande quiétude, à la limite, dans une ambiance bon enfant, qu'il faut saluer. Alors Wilfried Léandre Hongwedji, on a noté une grande affluence au niveau des bureaux de vote. On a même eu des messages de paix de la part de l'opposition et du président sortant. Est-ce que c'était prévisible?
En tout cas, c'est à mon sens le moins qu'on pouvait exiger de ces acteurs politiques, au regard de la tension préélectorale, au regard aussi du vécu de ce pays-là, que j'aime personnellement appeler parfois le pays des curiosités. Et il ne vous échappera pas que à la mort de Lansana Conté, le pouvoir traînait pratiquement par terre. Oui, et les militaires ont récupéré. Un capitaine que personne n'attendait l'avait récupéré. Pour ensuite multiplier des bourdes au point de devoir partir lui-même sur la pointe des pieds. Et c'est dans cette atmosphère-là que le professeur Condé vint au pouvoir. Mais là encore, rappelez-vous, il y a 5 ans, la remontée improbable de Alpha Condé face à Cellou Dalein Diallo. Plus de 20-25 points d'écart entre les deux candidats à l'issue du premier tour. Et puis, de façon totalement inattendue, en tout cas au plan rationnel et objectif, c'est Alpha Condé qui s'impose. 5 ans après, la dynamique a probablement quelque peu évolué. Évolué dans le sens que Alpha Condé part plutôt en position de favori cette fois-ci et non plus en position de challenger. Mais face à lui, comme principal adversaire, celui qui, il y a 5 ans, était le favori, qui menait vraiment la danse. Qu'allait-il advenir de ce pays-là au regard de la tension nourrie ici et là pendant la campagne électorale, avec même des velléités de report? Il fallait retenir son souffle et à l'arrivée, c'est vrai, on peut se satisfaire de voir que tout se sera déroulé dans le calme, même si certaines sources non officielles font état de violence par endroits dans le pays. On veut bien croire que si violence il y a eu, elles auront été circonscrites. Ce sont des violences mineures. Mais qu'elles n'auront pas d'impact véritablement négatif sur le scrutin. Ce qui est sûr, pour l'instant, nous n'avons pas d'annonce officielle de violence dans le pays. Mais à côté de cette mobilisation, Wilfried Léon, il y a la question de la mauvaise organisation du vote sur le terrain. Il y a eu beaucoup de plaintes des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur carte d'électeur, leur nom sur la liste. Il y a eu un vrai cafouillage sur le terrain. Est-ce que l'opposition n'avait-elle pas raison de demander le report d'une semaine de ce scrutin? Mais en tout cas, vous observerez que l'opposition qui réclamait le report du scrutin a fini par accepter d'y prendre part, notamment le principal adversaire du président Condé. Mais je crois que les défauts de l'organisation nous renvoient à la triste réalité, hélas, que l'Afrique en général et ces pays ex-colonies françaises sont encore à la rude épreuve de l'apprentissage. C'est malheureux. Après 55 ans d'indépendance, c'est malheureux de le constater. Et il faut, à mon sens, tirer les leçons qui en découlent et savoir que nous avons encore à nous mettre résolument au travail pour créer les conditions idoines d'organisation d'élections justes, si tant est que nous avons opté pour la démocratie. Autrement, ces gens de faiblesse, vous les relèverez toujours. Et sachant qu'à l'arrivée, la communauté internationale vous dira que c'est des incidents ou des manquements mineurs qui ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, ben on s'en accommode et puis on avance. Oui, mais alors dans ces conditions, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir? Parce que là, l'opposition aujourd'hui annonce déjà qu'elle va contester les résultats. Il faut espérer à tout le moins que ces incidents, ces faiblesses ne soient pas d'envergure majeure. Pour corroborer... Vous savez, pour l'opposition, même si c'est un événement mineur, cela a d'importance. On dirait que c'est de bonne guerre. Mais après, on appréciera la bonne ou la mauvaise foi des acteurs en jeu. Encore faudrait-il qu'ils en aient pour s'en prévaloir. Mais dans tous les cas, il n'est pas effectivement à exclure que l'opposition, qui au dernier moment a choisi quand même de prendre part au scrutin, ait entendu ce faisant se donner les moyens, la légitimité de contester éventuellement les élections. Parce que si elle n'y avait pas pris part, elle aurait été mal fondée à venir accuser l'organisation ou le pouvoir en place. Mais y ayant participé, et on sait que de mauvaise foi, elle peut perdre et contester les résultats comme ce peut être de bonne foi. Joël Itondi, après la grande mobilisation pour ces élections, on a constaté la mauvaise organisation de ces élections et l'opposition aujourd'hui annonce déjà qu'elle va contester les résultats. Selon vous, vers quel scénario allons-nous en Guinée? Il faut simplement espérer que ce ne soit pas le pire pour la Guinée, parce que, c'est vrai, la CENI en la matière a déçu bien des attentes et elle-même, parce qu'elle a annoncé que ces élections seront l'une des plus réussies, en tout cas à son actif. Oui, mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que c'est
plus que le désordre. Même si les citoyens, c'est là encore les électeurs qu'il faut saluer, qui ont fait preuve d'une patience birare sur le continent. Eh bien, vous arrivez à un bureau de vote où vous demandez aux assesseurs de vérifier votre nom, on vous dit que ce n'est pas là, vous insistez, eux aussi, ils savent composer. L'électoral qui n'était même pas par ordre alphabétique. 4 fois de suite, on se rend compte que votre nom existe. Et d'autres, ils n'ont pas pu voter. Ils ont été très nombreux à être laissés en rade pour l'engouement suscité. Oui, la CENI a déçu bien des attentes. Et c'est là vraiment la grande crainte, que l'opposition ne se serve de ces ratés qu'on ne peut pas pardonner pour l'enjeu que ça représente, que l'opposition ne se serve alors de ces ratés et ensuite demande aux gens de descendre dans les rues. Et c'est là une grande crainte, d'autant que Alpha Condé, de son côté, a donné plutôt un ton martial. Gare à ceux qui descendront dans les rues, on ne le laissera pas faire. Et quand on ne va pas laisser faire, le bras de fer pour un pays où tout se joue sur des relations un peu ethniques, il faut craindre pour la Guinée. Mais une fois encore, pour un peuple qui nous a surpris fort admirablement, le 11 octobre, il faut alors espérer que bien, ce sera le bon présage pour la suite. Mais il risque d'avoir vraiment du pain sur la planche. Pourquoi le président Alpha Condé n'acceptera pas les contestations, puisqu'il y a de cela 5 ans, au moment où il y a eu le premier tour et où il était dans une position peu claire, il avait contesté les résultats et on a mis en pause le processus pendant des semaines pour revoir les choses. Alors pourquoi ne pas permettre lui aussi aujourd'hui qu'on revoie les choses pour l'opposition? Revoir les choses, bon, ça dépend de ce que vous y mettez. Il y a eu un problème de mauvaise organisation sur le terrain. Ça dépend de ce que vous y mettez. Le communiqué du gouvernement était clair. Dans un processus comme celui-ci, on connaît la démarche. Et la démarche, le gouvernement l'a rappelé. Pour ceux qui éventuellement l'auraient oublié, il sera question pour les contestataires ou les protestataires de saisir la voie officielle pour faire savoir un peu leur grief, quitte à l'institution d'apprécier si elles sont fondées, de sorte à annuler les votes à des endroits donnés. Donc, vu sous cet angle, le gouvernement ne s'y oppose pas. Mais à voir des gens descendre dans les rues, faire des casses comme on l'a observé par le passé, le gouvernement dit non, qu'il n'entend pas laisser faire. Et là-dessus, on peut le comprendre. Mais le fait avec la manière, parce que vous savez, quand on demande à nos forces de sécurité publique de cadrer ou de réprimer, qu'on ne veut pas voir les gens dans les rues, quand le zèle vient s'y mêler, c'est après les dérives. C'est là la grande crainte. Mais si tout arrive à être fait dans les règles de l'art, l'opposition demande aux gens de descendre dans les rues pour juste une manifestation bien quadrillée. De règles de l'art, quand l'opposition a demandé le report, elle n'a pas été écoutée. Vous pensez aujourd'hui que ces réclamations seront écoutées? Il faut avancer. L'opposition a accepté d'aller aux urnes. Oui, le report, elle n'avait pas été écoutée. Mais elle a accepté, après réflexion, après intervention, d'aller aux urnes. C'est fait. Aujourd'hui, elle est en train déjà d'annoncer les couleurs qu'elle n'entend pas accepter les résultats sortis des urnes. Que faut-il faire? Il faut saisir les institutions compétentes pour apprécier, pas autre chose. C'est ce qu'on peut souhaiter pour la Guinée. Mais un bras de fer qui va dégénérer, ce n'est ni bon pour ses opposants, ni bon pour le peuple. Et je crois, à travers la démarche que nous avons observée de la part de ce peuple a besoin de quiétude. Et il faut comprendre ce message et l'accompagner, je pense, dans cet élan-là. Wilfred Léandre-Oumbédi, alors certains pensent que l'opposition ne doit pas contester ces résultats, puisque avant la tenue du scrutin, l'opposition a posé des préalables que le pouvoir en place a eu à satisfaire, notamment être membre de la commission électorale. Donc, elle est aussi à l'organisation de ces élections. Vous voulez dire comptable de cette organisation? Naturellement. À mon sens, à moins d'être absolument certain que le rapport de force penche en sa faveur, l'opposition, dans sa majorité, sinon dans son entièreté, ne devrait pas s'engager dans la voie de la contestation. Vous observerez que la conjoncture internationale aujourd'hui ne peut être favorable à ce que la Guinée-Conakry devienne un nouveau foyer de tension sur le continent. Vous voyez bien que le pays voisin, la Côte d'Ivoire, est dans un processus électoral. Et que là, on n'est pas certain que les braises se soient totalement éteintes. Je dirais même qu'il y en a encore par endroits d'incandescentes. À partir de là, la communauté internationale prêtera une attention particulière à la Guinée pour s'assurer que le processus électoral aboutit avec le moins de casse possible pour ensuite regarder avec aisance la situation en Côte d'Ivoire. De sorte que les acteurs de l'opposition actuelle, qui, en ayant accepté finalement de participer au processus, auront d'une manière ou d'une autre cautionné ce qui se fait
cette opposition serait mal vue du point de vue de la communauté internationale en venant contester éventuellement les élections. Oui, mais cette opposition peut dire, en son temps, à une semaine du scrutin, on avait réclamé un report d'une semaine. On nous a pas mais vous devez vous rappeler, Joël Ahofodji, qu'au Bénin, en 2011, nous avions assisté à peu près au même scénario, où les candidats d'opposition, les forces d'opposition ont tout le temps passé leur temps à récriminer à propos du processus, à le dénoncer, ont même envisagé sérieusement de boycotter l'élection, et ce ne fut qu'à 48-72 heures qu'on a pris la décision finalement d'y participer. À partir de là, que voulez-vous faire après? Vous avez apporté votre caution d'une certaine façon. Si vous n'avez pas le rapport de force dans la rue en votre faveur, ça n'est pas la peine d'aller à ces extrêmes-là. Et puis, Joël parlait tout à l'heure de la descente des citoyens dans la rue, les casques que ça entraîne, oui, cela dénote d'un déficit de citoyenneté dans nos pays en général. Nous n'avons pas réussi le pari en 50-60 ans d'édifier, de bâtir des citoyens. De bâtir des citoyens autrement, ils peuvent descendre dans la rue, manifester à volonté, sans provoquer de casse. On va le faire de façon civilisée. Or, en l'espèce, on n'est pas sûr d'y être. Et il a fait bien tout à l'heure de mettre l'accent sur les conflits ethniques, j'allais dire ethnicistes même parfois, qui couvre dans ces pays-là, de sorte que la moindre étincelle peut mettre feu à la mèche. Merci Wilfried Léandre Ombédi. Merci Joël Yetonji. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre premier débat de ce jour. Sans transition, nous abordons à présent notre deuxième sujet au sommaire de cette émission en Centrafrique. On a noté ce week-end la démission du président de l'autorité nationale des élections qui pointe du doigt des pressions de la présidence centrafricaine et de la communauté internationale pour organiser les élections avant la fin de l'année 2015. Une démission qui intervenait au moment où les forces de l'ONU tentait ce week-end, bien évidemment, d'arrêter la progression des combattants ex-Séléka vers la capitale Bangui. Mais pourquoi veulent-ils atteindre Bangui? La réponse de nos invités, ce sera juste après ce générique. Nous poursuivons cette émission avec Wilfried Léandre Ombédi, il est journaliste et analyste politique au Bénin, et Joël Yetonji de la rédaction de SICA. Wilfried Léandre Ombédi, alors comment est-ce que vous expliquez la démission du président de l'autorité nationale des élections qui dit aujourd'hui qu'il subit des pressions alors qu'il sait très bien que ces organisations devaient être organisées dans un contexte de pression? Mais je crois que la Centrafrique n'est pas encore sortie de situation. Je n'emploierai pas le mot auquel vous vous attendez. Non, je m'attendais à aucun mot. Elle n'est pas encore sortie de situation. Et la situation est tellement précaire que, à mon sens, le président de l'autorité nationale des élections fait bien de se retirer, histoire de Mais qui viendra organiser les élections à sa place? Les Centrafricains? Non, vous observerez que, de façon pratique, on n'est pas certain que les conditions soient remplies aujourd'hui pour organiser une élection apaisée à la satisfaction de tous. Il ne sert à rien de courir, dit-on. Il faut partir à point. Or, nos pays, et la Centrafrique en particulier, puisque c'est le cas d'espèce, regarde la communauté internationale, en subit presque le diktat, laquelle communauté internationale est peut-être fatiguée de couver un pays ou un bébé de 55 ans et se dit, il faut le presser pour qu'il se mette enfin à marcher. Et donc, on va organiser des élections au forceps, mais forcément au rabais, sans présager ou sans tenir compte suffisamment des conséquences néfastes qu'elle pourrait engager. Oui, au regard de cette transition qui perdure, au regard des velléités des militants politiques qui contestent la légitimité de cette transition, est-ce qu'il n'est pas mieux d'organiser rapidement des élections pour passer à autre chose? Pensez-vous que le plus important soit d'organiser des élections? Là, au moins, on aurait eu des autorités officielles. Ah oui, mais celles qui sont là ne sont pas moins officielles. Parce que vous pensez, et c'est la philosophie de mon ami Yetonji qui pense que la seule voie d'accession au pouvoir, c'est les urnes. Ça n'est pas vrai, à mon sens. Ah oui, il y a d'autres voies. Vous interrogerez les sciences politiques, vous interrogerez la mystique du pouvoir et vous constaterez bien qu'a priori, il n'y a pas une voie supérieure à une autre pour accéder au pouvoir. Maintenant, en fonction de leur niveau, on va dire, de civilisation politique, de leur niveau d'évolution, les pays, les organisations retiennent un mode consensuel d'accession au pouvoir. Et dans le cadre de la démocratie, puisque c'est elle surtout qui promeut ce genre de moyens pour accéder au pouvoir. Dans ce sens-là, oui. Mais si vous voulez
pousser l'analyse loin. Vous vous interrogerez à raison pour savoir si effectivement, dans nos pays africains et en Centrafrique en particulier, les conditions sont remplies pour asseoir un vrai système démocratique. Et vous répondrez en toute honnêteté qu'on n'y est pas parfaitement. Il n'empêche que dans l'absolu... Même s'il n'y a pas un système démocratique, on peut avoir des élections très rapidement. Il n'empêche que dans l'absolu, Joël Ahofodji, les populations de Centrafrique, les autorités ont décidé de pratiquer le système démocratique avec ses insuffisances. Cependant, la crise qui a entraîné la mise en place des autorités de transition ne leur dénie pas pour autant la légitimité de conduire le pays dans sa marche vers la restauration. Oui, mais c'est une exigence de la classe politique. C'est une exigence. Ils ont un délai pour organiser les élections et pour partir. Ah oui, mais vous avez un délai pour organiser les élections. Et à l'échéance, ils se sont aperçus déjà à 2 reprises que les conditions n'étaient pas remplies. Et comme il n'y a jamais 203, les conditions ne sont certainement pas remplies, mais il y en a qui sont tellement pressés qu'on leur refile la patate chaude ou pressés de s'y installer, quitte à faire face au désordre qu'il y aurait, que je pense, à mon avis, que ce monsieur, il a raison dans les conditions qui prévalent actuellement, ou de demander que l'on prenne le temps carrément d'organiser un bon scrutin, ou alors de dire « je ne veux pas être comptable de ce qui va arriver ». La présidente, par intérim du pays, elle aussi sous la pression de la communauté internationale et de certains acteurs sociopolitiques, entend ne plus bouger les lignes, c'est-à-dire organiser les élections dans le délai finalement retenu. Mais elle doit, si elle est sincère, constater qu'à l'évidence, ce ne serait qu'une façon de repousser l'échéance d'une nouvelle déflagration qui s'illustre en l'espèce par la reprise des combats. Et je vous demanderai, cher ami, s'il n'y avait pas les forces d'interposition sur le terrain, où seraient les ex-Séléka? Les Séléka seraient certainement à Bangui. Nous allons y revenir. Joël Itonji, alors on annonce la démission du président de l'autorité nationale des élections en Centrafrique qui pointe du doigt la pression de la communauté internationale et de la présidente de la transition. Comment est-ce que vous comprenez cela? Alors qu'au moment où il avait été mis en place, il savait bien qu'il doit organiser les élections sous pression. Avant de répondre à votre question, j'aimerais très rapidement attirer l'attention sur le fait que Léandre Mbedi a souligné tout à l'heure. Eh bien, ma foi, c'est que les pays africains ont opté pour un régime soi-disant démocratique. Donc, on en subit les principes. Donc, oui, parce qu'il y a des correctifs à faire. Alors, c'est en fonction de ce mode-là que oui, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'aller aux urnes lorsque nous voulons d'une alternance. Mais, autre voie, ce serait qu'à réprimer, à déplorer à la limite. Donc, ceci étant, c'est un peu cet aspect-là que je relevais au départ. Alors, le cas de la Centrafrique, et pour le président de l'autorité en charge de l'organisation des élections, oui, quand on prend la situation et on analyse ce qu'on a observé déjà ailleurs, et il faut savoir raison garder. Lorsque c'est possible, il faut pouvoir dire oui. Lorsque ce n'est pas possible, ça va se retirer. Et l'histoire vous donnera raison. Tout au moins, on l'a matelé plus d'une fois déjà que ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, il y a des préalables qui n'ont pas été respectés. On veut tout escamoter. Et quand on veut le faire de cette façon-là, on ne peut pas avoir les résultats que nous voulons. Est-ce que nous voulons d'une Centrafrique pacifiée? Est-ce que nous voulons d'une Centrafrique tout au moins déjà en communion, en union avec elle-même? Oui, mais on estime qu'il faut des autorités élues par les urnes pour régler les problèmes en profondeur. Voilà, donc, il y a des préalables. Doit aller très vite. Et il y a des préalables. Bon, mais l'essentiel est qu'on ait des autorités officiellement reconnues par les populations. Il y a un point saillant qui est ressorti à l'issue du forum de Bangui. Et ce point, c'était quoi? Le désarmement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Lorsque le 30 septembre dernier, nous avons observé cette scène-là, un individu, ça reste un individu, et l'être humain est sacré. Alors, lorsqu'on abat un individu comme ça, je le répète encore une fois, on connaît les voies de recours. Et ce n'est pas la première fois qu'on abat quelqu'un en Afrique. On sait comment ça se passe. Et lorsque ça a donné tout ce à quoi nous avons assisté, on doit comprendre que c'est un signe qui ne trompe pas et que ça pourrait encore se produire. Aujourd'hui, c'est les ex-Séléka qui bombent le torse, qui ont su contourner le dispositif sécuritaire en place qui veut venir en Bangui. Vous avez posé la question en introduction pour savoir pour venir faire quoi. Oui, pour venir faire quoi selon vous? Ils viennent faire quoi, Bangui? Bangui, c'est là... Peut-être c'est pour participer aux élections. En tout cas, la Centrafrique, vous avez constaté, la transition n'a pas encore annoncé les couleurs. On est en marche. Mais si eux déjà ont décidé de venir à Bangui, et où il y a eu déjà plus
plus d'une voix qui se sont élevées pour dire la Centrafrique, la transition plutôt n'a qu'à vider les lieux. Oui, c'est pour aider la transition à prendre congé. Et donc, si ce n'est pas les voies légales... Ils étaient en route pour faire un coup d'État alors? En tout cas, pour faire ce qu'ils pensent que la transition n'est pas en train de bien faire. Et lorsqu'ils viendront, eux, s'installer, dites-vous que les anti-Balaka viendront. Et ce sera un bis répétiteur, pour ne pas dire nous retournons à la case départ. Si on veut que la Centrafrique aille de l'avant, il faut aider les Centrafricains à se réconcilier avec eux-mêmes. Et le premier faux pas, c'est ce faux pas qui a exclu ceux-là qui sont encore en vie et qui sont à la base de la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je vais parler de Bozizé, je vais parler de Diotodia. Tous sont en vie, mais on les écarte. L'accord que ces soi-disant ont essayé de signer, mais sans la communauté internationale, je pense que c'est à prendre en compte. Il y a quelque chose qu'on peut extirper de cet accord-là et voir comment rebeloter pour permettre au pays de repartir sur de nouvelles bases. Alors, si on ne le fait pas, eh bien, on va essayer d'aller aux élections, mais on n'aura pas le résultat. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas, qui est-ce qui a intérêt à ce que la Centrafrique ne retrouve pas la paix? Qui tire les ficelles dans l'ombre, selon vous, alors? Vous voyez, les ficelles... Parce que là, vous avez parlé d'un accord qu'il y a eu entre Bozizé et Diotodia, tous ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent la paix au pays. On a parlé de la transition, qui veut également ramener la paix. Alors, tout le monde veut la paix. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir la paix? Qui tire les ficelles? Si on a de la volonté, on peut y aller. Je ne veux... Non, chacun a exprimé sa disponibilité, sa volonté. Je veux simplement, sans vouloir... Bien sûr qu'on a des éléments qui nous autorisent à voir d'un côté comme dans un autre, mais sans vouloir me lancer dans ce jeu ce matin, je dis, il y a quand même un petit point sur lequel tout le monde peut s'entendre. Et là, on verra bien qui veut ou non de la paix. Et ce petit point, je dis, c'est le point que le forum même a déjà identifié, à savoir inviter tous les acteurs. Pourquoi veut-on exclure quelques-uns? Inviter tous les acteurs autour d'une même table et écouter les uns les autres et voir ce qu'on peut concéder et permettre maintenant à tous les Centrafricains d'aller aux élections. S'il y en a à qui on reproche un certain nombre de choses qui doivent répondre devant la justice, qu'on le fasse et qu'on aille vers le désarmement. Si on le fait, je pense, sous cet angle-là, oui, on pourra sauver encore la Centrafrique. Wilfried Léandre Ongbeji, alors les ex-Séléka en route pour Bangui ont été stoppés par les forces de l'ONU. Selon vous, ils venaient faire quoi à Bangui? Oh, de toute façon, on ne prend pas les armes pour se porter vers la capitale juste pour une partie de gala. Non, je suis persuadé qu'elles venaient, ces forces-là, se mettre en évidence. Mais je veux leur suggérer modestement que, à moins d'avoir les reins suffisamment solides, il faut qu'elles s'inspirent du récent exemple burkinabé pour observer que la conjoncture internationale est telle que on les verrait difficilement s'installer dans la quiétude et exercer un pouvoir d'État qu'elles auraient récupéré par la force ou au bout des fusils. Donc, en tout état de cause, à mon sens, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'exprimer les mécontentements là où il faut les exprimer. Au besoin de ferrailler pour obliger les acteurs à s'asseoir ou à se faire inviter, quitte à discuter en famille, sortir tous les dossiers sans exclusive et faire le point. Parce que chaque peuple doit avoir la particularité de définir son système politique, de définir sa façon de marcher dans l'histoire en tenant compte de son vécu, des défis qui se posent à lui, et c'est à l'aune de cela que les solutions qui leur paraissent les plus idoines, au moment où les problèmes sont posés, vont être définies. Vous pensez que les Centrafricains ne le savent pas? Oh, de toute façon, vous aurez constaté que ils le savent peut-être trop bien pour ne pas vraiment nous montrer à l'épreuve que les conséquences en ont été suffisamment tirées. Alors, selon vous, qui tire alors les ficelles dans l'ombre? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir la paix dans ce pays? Ah, mais vous savez que... Parce que tous les acteurs aujourd'hui expriment leur volonté de ramener la paix en Centrafrique. Oui, et pourtant, on n'arrive pas à avoir la paix. Et une chose est d'exprimer sa disponibilité à contribuer à la paix. L'autre est de poser effectivement des actes qui y concourent. Et la Centrafrique, on l'oublie souvent, c'est un peu comme... le Congo démocratique, comme qui dirait un scandale géologique. Il ne faut pas oublier que c'est un sous-sol assez riche aussi de matières premières et qu'il y en a qui ne sont heureux que quand ils profitent de la confusion générale pour se faire leur beurre sur le dos du pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, à moins de mesures radicales, il y en aura toujours, acteurs nationaux comme étrangers, ou même en association pour tirer les ficelles, essayer de retarder autant que possible l'échéance de la cohésion qui ferait que le pays pourrait avoir la même mise sur ses ressources et les contrôler comme il l'entendrait. Autrement,
Vous organisez même des élections aujourd'hui. Dans les circonstances actuelles, dans quelques mois, vous en serez à reparler de l'instabilité en Centrafrique. Joël Etonji, alors certains pensent que c'est plutôt la transition en place qui joue à faire perdurer les choses. C'est votre avis? Parce qu'aujourd'hui, en mettant la pression pour avoir les élections, tout en sachant qu'on ne peut pas avoir les élections, en fait, c'est une stratégie pour tourner en rond et perdurer au pouvoir. Vous posez la question, ce sont des analyses observez par certaines analyses politiques. Cette transition n'a jamais vraiment eu les coups de franche dans le travail qui se fait. Depuis l'installation, elle est sous la coupe de la communauté internationale. Même si les Centrafricains, à l'unanimité, ont essayé de s'asseoir pour prendre de grandes résolutions, des recommandations par rapport à l'avenir de ce pays, il y a que la décision finale ne revient pas pour autant à cette transition. Et ma foi, toute réflexion faite, je l'ai dit ici, Catherine Samba Panza fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas montré suffisamment d'autorité pour pouvoir s'imposer comme cela se doit. Elle aurait pu profiter d'un certain nombre d'occasions, elle ne l'a pas fait. Et je ne pense pas que toute réflexion faite, elle pourra se maintenir au pouvoir dans les conditions actuelles sera ce qui va lui profiter. Si dans l'ombre, il y en a qui peut-être lui conseillent cela, de le faire le tourner en rond, faire du surplace pour rester le plus longtemps possible, je pense que c'est une erreur qui peut lui être très fatale. Cette transition a plutôt tout intérêt à organiser au plus tôt ces élections. Elle peut peut-être négocier avec l'équipe qui viendra en place, quitte à mettre les pions. Il faut reconnaître qu'elle clame tous les jours, qu'elle est pressée, est pressée de partir. Je crois même qu'elle a tout intérêt et elle est consciente des dangers qui la guettent. Elle est consciente de ce que c'est une situation explosive qui court. Et de ce point de vue-là, je peux croire à sa sincérité lorsqu'elle engage l'autorité nationale des élections à aller vite, parce qu'il s'agit d'abord de se sauver, de sauver sa peau pour dire c'est pas par moi que ça arriverait. Mais en même temps, sa responsabilité historique en tant que dirigeante est appelée. Il ne s'agit pas de dire je veux éviter le désordre, j'organise et je m'en lave les mains. Non, c'est montrer à ce moment-là, et c'est pour ça que l'histoire parfois nous appelle à des devoirs. C'est montrer à ce moment-là qu'on a la poigne du dirigeant pour faire face à la situation, y compris en allant contre ses propres préceptes pour dire j'avais donné mon engagement, mais je constate qu'à l'évidence, on ne peut pas y arriver. Je vous appelle à du réalisme pour différer, ne serait-ce encore une fois. Et au besoin, dire moi de toutes les façons, je pense qu'on doit différer. Si vous ne l'entendez pas de cette oreille, je vous offre ma démission et je vous propose de mettre quelqu'un d'autre. Vous verrez si on peut organiser avec succès et bonheur des élections dans ces conditions-là. Alors pourquoi seulement se fait-il qu'elle n'arrive pas à voir la situation de façon réaliste? Mais ce que je dis, c'est... Parce que toutes les analyses que vous produisez, nous produisons sur ce plateau, montrent qu'il y a un problème sur le terrain et que ça va être difficile d'organiser les élections dans ces conditions. Pourtant, elle veut aller jusqu'au bout. Oui, il faut savoir parfois prendre du recul. Et c'est en cela que je dis parfois il lui a manqué de prendre le devant des choses. Elle a laissé souvent faire. Et c'est ça qui est un peu en train de la rattraper. J'ai dit qu'au début, lorsqu'on a senti qu'en Centrafrique il y a eu un genre d'accalmie, on aurait pu voir Catherine Samba Panza auprès de ceux-là qui étaient attristés, meurtris dans leur chair. C'est parce que c'est l'autorité, tout au moins. Même si on n'a pas un gouvernement encore officiel, elle est dans l'effectivité du pouvoir. Et rien que pour ça, elle aurait pu descendre sur le terrain, montrer que c'est elle qui est là, c'est elle qui est aux commandes, c'est elle qui montre les directives. Ça, elle n'a pas souvent su le faire. Et ça, je pense que c'est les limites qui sont à son niveau. Elle est en train d'apprendre. Malheureusement, elle est à un fauteuil où il n'est pas question d'apprentissage. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Donc elle connaît la politique. Malheureusement, à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas la même chose. Autorité locale, autorité suprême, non, ce n'est pas exactement la même. Il y a une grosse différence. Catherine n'arrive pas à prendre la mesure de la tâche qui lui est complètement, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est ça qui, malheureusement, est en train de la rattraper. Je vais être d'accord avec Léon pour dire que ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment prendre du recul et voir les choses objectivement. C'est vrai que de l'autre côté, on est presque porté, mais l'histoire retiendra qu'il fut un jour une grande dame a été portée pour pacifier la Centrafrique. Elle n'y est pas parvenue, ou elle a su montrer de l'autorité, de l'audace pour dire oui, la voie que nous sommes en train d'emprunter n'est pas la bonne. Elle aurait pu être pour la Centrafrique une certaine Margaret Thatcher de l'autre côté. Merci, Joël Etonji. Je vais vous permettre d'ajouter qu'il me semble en l'espèce qu'il y a une dimension du débat que nous gagnerions à exhumer. C'est voir par exemple que pour Mme Catherine Panza et Samba Panza,
il peut y avoir la perspective d'une carrière à l'international. De se dire, je conduis à bien ce processus. Et le bien ici étant entendu l'organisation des élections, quoi qu'il en coûte, je le conduis à terme, je me retire, et alors s'ouvrent pour moi des perspectives d'envoler à l'international. Et donc, ce peut être un défi intime qu'elle ait à relever, et ce qui justifierait qu'elle mette aussi la pression sur l'organe d'organisation des élections. Évidemment, à quel prix dites-vous? Mais c'est là, ce que je disais tout à l'heure, que la responsabilité historique aussi, c'est d'oser dire, vous voulez des élections, j'en veux aussi, mais nous ne sommes pas prêts, les conditions ne sont pas réunies, je nous suggère de les différer, et nous allons nous asseoir pour observer objectivement que les ingrédients ne sont pas en place pour organiser et ne sont pas en place pour organiser une élection crédible qui rassure les uns et les autres. Merci Wilfried Léandre Ouedi. Merci Joël Etonji. Madame, Monsieur, c'est tout pour le deuxième débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Les Guinéens ont voté massivement ce dimanche pour désigner leur président. Un scrutin sous tension dont l'opposition compte contester les résultats. Alors que le camp présidentiel crie déjà victoire, les bureaux de vote ont fermé à 20 h après l'autorisation de la CENI. Les résultats ne sont pas attendus avant mardi. En Côte d'Ivoire, après le président Ouattara qui a lancé sa campagne vendredi dernier à Yamoussoukro, c'était le tour ce samedi de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, de se lancer à Gagnoa, fief de l'ancien président Gbagbo. Les candidats Amara Echi et Mamadou Koulibaly ont annoncé leur refus de participer à ces élections. Boko Haram a encore frappé ce week-end au Tchad d'abord avec 5 attentats kamikazes ce samedi dans une localité près du lac Tchad qui a fait 43 morts. Puis dimanche dans le nord du Cameroun, un double attentat suicide a visé la localité de Kangaleri près de Mora. Bilan 11 morts et une trentaine de blessés. Enfin, notre troisième thème dans cette émission, Boko Haram a encore fait parler de lui ce week-end. 41 morts dans 5 explosions au Tchad et 11 autres dans 2 attentats suicides au Cameroun. C'est le triste bilan des attaques de ce groupe terroriste malgré la grande mobilisation régionale et internationale. Le troisième sujet à débattre, c'est après ce générique. Joël Etonji, malgré toute la mobilisation internationale, Boko Haram demeure imprévisible et introuvable. Pourquoi et comment expliquez-vous ce mystère? Bon, pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est qu'il n'y a pas encore la grande mobilisation. Elle est annoncée. Vous pensez qu'il n'y a pas la grande mobilisation avec tout ce qui se fait sur le plan international? Ce n'est pas non, rien ne se fait. Il y a eu de grandes conférences, la grande mobilisation, des gens ce n'est pas de des militaires, des armes et autres. Boko Haram, son répondant, ce ne sont pas les conférences, vous le savez très bien. C'est quoi alors son répondant? On a annoncé une force multinationale qu'on a tous attendue, mais on se rend compte que la phase opérationnelle traîne. Cela aurait pu être une réponse adéquate à Boko Haram, mais puisqu'on met beaucoup de temps à donner vraiment vie à cette force multinationale, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Il faut dire que du travail a été fait. On a constaté de la mobilisation de part et d'autre. On a constaté qu'individuellement, mais aussi en synergie d'action, que ce soit le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria même, avec l'actuel dirigeant, il y a un travail qui est en train de faire. On a essayé de pilonner les positions de Boko Haram jusqu'à présent et on constate que la stratégie de ce côté aussi a changé. Donc Boko Haram a changé de stratégie. Il faut redéfinir les stratégies d'attaque pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Boko Haram. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, et ça nous le savons déjà. Si aujourd'hui on peut essayer d'endoctriner de jeunes filles, comme ce qui s'est passé, et ce sont elles qui désormais servent d'appoint pour pouvoir commettre ce qu'on a commis aujourd'hui, il faut dire qu'il faut qu'à la base, on essaie d'interpeller les uns les autres. La société civile doit faire un travail de terrain, de fond. Tout le monde doit se sentir davantage impliqué. Et en cela, une fois encore, je dis, c'est les renseignements qu'il nous faut. Il nous faut les renseignements. Avec les renseignements, on peut éviter que ceux-là puissent s'infiltrer très facilement dans la masse. Et là-dessus, il n'est pas question de se décourager. Il faut constater que Boko Haram, aujourd'hui, n'a plus la possibilité d'attaquer comme on le fait
hier. Donc, c'est déjà une avancée. Et ce qui se passe aujourd'hui... Oui, mais tel que Boko Haram fonctionne aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que là, c'est un ennemi que vous ne reconnaissez pas, qui est introuvable et qui vient frapper au cœur de la société. Et c'est en cela que je dis le renseignement est important. On ne peut pas oublier qu'au niveau du lac Tchad, la configuration géographique ne permet pas d'identifier très facilement les évasions, les intrusions, les pénétrations qu'il peut y avoir. Donc, nous sommes encore en Afrique. Hein, on est en Afrique, je vois ce dont vous voulez passer. Le niveau de développement des NTIC, ce n'est pas encore cela, des nouvelles technologies de communication. Je dis, si le renseignement qu'il faut est mis au service des forces qui sont vraiment décidées, on constate qu'il y a une armée très motivée à aller au front, ce n'est pas ce à quoi on a assisté de par le passé. On constate que, il y a ces islamistes qui sont en train d'avancer en rang serré et que de l'autre côté, c'est la débandade. On constate aujourd'hui qu'il y a vraiment une force très unie, motivée à se sacrifier. Je pense que c'est déjà un acquis. Mais pour éviter que tout ceci ne vole en éclats, il faut aller très rapidement. À défaut d'avoir de l'appui extérieur, qu'au niveau de nos caisses, ces pays pris individuellement et les autres États de la zone sahélo-saharienne qui ne se sentent pas encore concernés par ce qui se passe, que tout le monde mette la main à la pâte, qu'on vienne en aide à ces forces qui sont déjà au front, qu'on les aide à faire le travail comme cela se doit. Autrement, eh bien, Boko Haram risque d'avoir davantage raison de nos populations. Et vous savez très bien, quand la peur gagne le rang des populations, eh bien, vous ne pouvez plus compter sur ces populations. Or, nous avons besoin de l'appui de ces populations pour venir à bout de Boko Haram. Donc, il faut aller vite. Wilfried Léandre, on me dit, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Boko Haram est en train de remporter la guerre psychologique? Non, je vais rassurer mon ami Joël Yetonji de ce que nos États disposent bien de renseignements. La difficulté principale ne vient pas de là. À mon sens, c'est parce que des organisations comme Boko Haram, d'apparition récente sur notre continent et dans notre sous-région, induisent que nos armées traditionnelles n'ont pas été préparées au péril djihadiste ou terroriste. Et que par ailleurs, ce type d'association ne vous oppose pas la guerre classique. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. La guerre invisible. La guerre invisible, presque. Parce que vous avez des organisations comme ça, avec des objectifs diffus, évanescents même, qui peuvent se déployer. Et observez bien, l'enjeu n'est pas d'aller faire un combat au sol. Le Tchad, qui s'y est risqué, est en train de payer aujourd'hui un lot tribut à Boko Haram. Ça veut dire qu'en face, il y a une organisation pratique qui permet d'exporter le mal. D'exporter le mal. Et que nos pays qui voisinent le Nigeria, tant qu'ils ne seront pas certains d'aborder le problème par le bon bout, vont lui payer le prix fort. Selon vous, et vous imaginez des pays comme le Bénin, le Togo se risquer à ce jeu-là, lorsque le Grand Tchad, avec sa puissance de feu reconnue en Afrique centrale, a fait des incursions dans le Nigeria pour combattre Boko Haram, est aujourd'hui visité sur son territoire. Il faut changer la stratégie. Sur son territoire, là, j'y viens. Sur son territoire, observez bien. Donc, pour moi, la stratégie ne sera jamais, au regard des enseignements que les combats nous ont permis de tirer, la stratégie ne sera jamais d'opposer à ces organisations-là une puissance de feu. Je crois que, il faut privilégier le dialogue. Première chose essentielle. Oui, mais Boko Haram ne veut écouter personne. Non, ça dépend bien des intermédiaires que vous mettez, des acteurs aussi en présence. Parce que, en général, toute guerre finit par la paix et elle finit autour d'une table de négociation. Donc, il faut trouver des acteurs qui soient en mesure de parler aux responsables de ces organisations-là pour les faire s'asseoir autour d'une table de négociation. À défaut, et c'est là où en partie je serais d'accord avec vous, à défaut, il faut pouvoir définir la grande stratégie qui permettrait d'y arriver. Et j'envisage un cas comme ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, où vous avez des attaques ciblées sur les positions d'une organisation comme l'État islamique. Mais est-on sûr que sur le terrain nigérian, Boko Haram a des positions identiques, est aussi organisée ou bien elle est dispersée ici et là, même parfois dans des maisons inconnues, insoupçonnables. Dans tous les cas, à mon avis, l'idéal serait qu'il y ait une grande coalition internationale pour, au besoin, aller procéder à des frappes ciblées qui détruiraient les positions de Boko Haram, leur puissance en termes d'armes ou de dispositifs stratégiques. Et cela pourrait peut-être, en affaiblissant l'organisation, l'obliger, au cas même où elle ne le voudrait pas, à aller enfin s'asseoir en prenant
la mesure de la situation et en se rendant compte qu'elle n'a plus une puissance de feu aussi flamboyante. Aujourd'hui, les autorités des pays ciblés sont en train de vouloir compter sur les brigades civiles dans le cadre de la lutte contre ce mal. Est-ce que vous pensez que c'est également une stratégie qui peut porter? Je crains que cela ne soit à l'arrivée que du raccommodage, encore une fois. Et qu'il faut oser aborder la question avec tout le sens de responsabilité qu'il faut. Au demeurant,